tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez, que vous me voyez. Oui, ça va? C'est bon? Formidable. Alors, avant toute chose, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat, donc si vous aviez l'intention de voter pour moi, c'est très gentil, mais il y a déjà beaucoup de monde dans la course. Donc, on va les laisser se débrouiller jusqu'à dimanche. Alors, comme on a dit que c'était une classe, on va garder de la place pour les questions et contrairement à ce que nous faisons d'habitude, on ne va peut-être pas garder toutes les questions pour la fin. C'est-à-dire que vous pourrez poser des questions quand vous en aurez envie. Alors, on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions et je n'ai certainement pas toutes les réponses. Mais on est là ensemble pour essayer de faire le point, de comprendre peut-être la situation actuelle en France par rapport à cette élection. Et on va commencer, si ça marche, ça marchait très bien tout à l'heure. Je vais partager mon écran et je vois que ça ne marche déjà pas. Alors, voilà. Est-ce que vous pouvez voir la première diapositive, élection présidentielle France 2022? Oui, c'est bon? Très bien, parfait. Alors, on va démarrer avec ça. Voilà. Bon, ça, c'est une jolie image avec Marianne qui se demande ce qui va se passer dimanche prochain. Et nous avons ici les 12 candidats. Alors, je pense que c'est important de commencer par une présentation des candidats. J'espère que vous les voyez. Alors, il y a un micro qui est ouvert quelque part. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. OK. Oh. Est-ce que... Alors, alors, il y a un petit problème d'interférence. Un po' tutti e due, un po' tutti e due, cioè, non so, vedere quello strillo lì, Suzanne? sia per il contenuto, per quello che dice, per il fatto che perché stiamo evidenziando una cosa che... Ok. Come dire, c'è rigore, fino adesso abbiamo avuto rigore. Ok. Suzanne McLean, are you there? Because I think we have a big problem here. Yep, I'm trying to find out who that is and I'm muting everybody. Così grande. Okay. Are we good? Okay, I'm sorry for that. It seems that we were listening to an Italian channel here. I don't know who was on. So let's go back to the candidates. And okay, which disappeared. Okay. Okay, well, now it's another technical problem with... I'm sorry about this. Okay, now it should work. Okay. Bien, donc nous avons 12 candidats. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît les règles pour être candidat à l'élection présidentielle en France. Alors déjà, la première chose que je devrais dire, c'est que quand vous voyez les candidats, ils ne sont pas classés par ordre alphabétique, ils ne sont pas classés non plus par ordre d'arrivée à la candidature, ils ont simplement été tirés au sort. Et c'est donc ce que vous voyez
sur les panneaux d'affichage en France lorsque la campagne présidentielle officielle commence. Alors, je pense que vous savez que pour être candidat à l'élection présidentielle française, il faut avoir 18 ans, ce qui est très jeune finalement, puisque aux États-Unis c'est 35, pardon, et que l'une des règles les plus importantes en fait, et qui a été très discutée, c'est la règle des 500 signatures. En fait, c'est quelque chose qui a été instauré depuis le début de la Ve République avec le général de Gaulle. L'idée, c'était d'éviter les candidatures fantaisistes. Alors, quand on dit fantaisiste, c'est-à-dire que je sais qu'aux États-Unis, on peut voter pour Donald Duck, pourquoi pas. On peut voter pour son cousin qui ne s'est pas présenté. Mais en France, ça n'est pas possible. Il faut qu'en fait, vous soyez parrainé. Alors, j'insiste sur la question de parrainage parce que l'un des problèmes qui s'est posé cette année, alors il est pas nouveau, mais il y a des maires, puisque essentiellement, ce sont les maires qui donnent leur parrainage. Quand je dis parrainage, ça veut dire signature. Donc, les candidats, quand vous êtes candidat, vous devez obtenir au moins 500 signatures d'élus. Et quand on dit élus, ce sont les députés, les sénateurs, les députés européens, les conseillers généraux, départementaux, régionaux, etc. et les maires. Et en fait, il y a beaucoup de maires cette année qui ont refusé de donner leur signature parce qu'ils considèrent que c'est un problème pour eux. La signature est publique et donc les maires hésitent à donner leur signature pour un candidat des extrêmes. Et certains candidats encore cette année ont eu des difficultés à obtenir les signatures. Et à titre d'exemple, le maire de Cannes, qui est un maire Les Républicains, donc à droite, a décidé de donner sa signature à Jean-Luc Mélenchon, qui est le candidat de la France insoumise, parce qu'il a dit « je donne ma signature, non pas parce que c'est un soutien à Jean-Luc Mélenchon, mais parce que je suis un élu et que c'est un geste républicain ». Le parrainage, ce n'est pas un engagement, ce n'est pas une caution, c'est simplement la possibilité pour un élu de permettre à un candidat de se présenter. Et je vais boire un petit peu parce que je suis en train de perdre ma voix. Alors, j'avais intitulé cette classe ou cette présentation entre les fantômes du passé et les incertitudes de l'avenir. Et je voudrais commencer, enfin, j'ai déjà commencé, mais je voudrais continuer par 4 portraits ici. Alors, je ne sais pas si vous les reconnaissez. J'espère que vous les voyez. Je peux déjà poser une question en direct si quelqu'un veut répondre. Est-ce que quelqu'un peut me dire quel est le point commun entre ces 4 personnes, si vous les reconnaissez, ou si vous en reconnaissez au moins une ou deux? Alors, comme je ne vois pas tout l'écran, je ne sais pas si quelqu'un a répondu. Alors, en fait, ici, le point commun entre ces 4 personnes, eh bien, c'est qu'elles ont été élues par les sondages. Alors, vous avez de gauche à droite et de haut en bas, vous avez Édouard Balladur, qui était Premier ministre en 1995 et qui s'est présenté à la présidentielle contre Jacques Chirac, c'est-à-dire contre quelqu'un de son propre camp, et que les sondages donnaient gagnant pour l'élection de 1995, mais il a perdu face à Jacques Chirac, qui est devenu président de la République. Sur sa droite, vous avez Alain Juppé, qui était aussi un candidat à l'élection présidentielle, mais plus tard, en fait, en 2017. Et Alain Juppé était donné comme le candidat favori à la primaire des Républicains. En fait, il a été battu par François Fillon. Et j'aurais d'ailleurs pu mettre François Fillon ici aussi,
puisqu'il était donné comme favori dans les sondages. Mais vous savez que François Fillon eh bien, a été éliminé de la course à la présidentielle à la suite de plusieurs scandales de corruption. En bas, vous reconnaissez sans doute Dominique Strauss-Kahn, qui était donné comme qui était le candidat officiel du Parti socialiste en 2012 et qui a été complètement balayé donc, par toutes les affaires de scandales sexuels et de corruption autour de lui. Et enfin, Lionel Jospin, en 2002, qui était le Premier ministre face à Jacques Chirac, qui était donné favori et qui a été lui aussi éliminé par Jean-Marie Le Pen, qui est arrivé en deuxième position en 2002. Alors, pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que les sondages, comme d'habitude, donnent des pronostics, donnent des chiffres, mais la vérité, c'est que les sondages se trompent pratiquement systématiquement et qu'on oublie de dire qu'un sondage, c'est une photographie. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, un candidat peut apparaître comme le favori, mais ce candidat, il peut disparaître, son score peut évaluer. Et personnellement, moi, ce que je n'aime pas dans les sondages, c'est qu'ils sont déjà ils sont orientés. Quand on vous pose la question dans la rue, on vous demande, par exemple, on va prendre ces 4 candidats et on va vous demander lequel serait le meilleur président de la République. Le problème, c'est qu'on ne vous montre pas toutes les personnes qui pourraient être candidats ou candidates et qui pourraient être un meilleur ou une meilleure présidente de la République. Donc, je pense que les sondages, encore une fois, risquent de se tromper. Alors, ils invoquent toujours la marge d'erreur, mais cette marge d'erreur, elle peut être conséquente, puisque parfois c'est 1%, mais j'écoutais ce matin un nouveau sondage qui donnait une marge d'erreur de 5%, ce qui est énorme, parce que ça peut éliminer un candidat ou au contraire le qualifier. Donc, voilà pour les sondages, mais on pourra revenir là-dessus si vous le voulez après. Alors, pourquoi j'ai parlé des fantômes du passé? La réponse, elle est peut-être dans les 3 images de campagne présidentielle que vous voyez maintenant à l'écran. Vous avez 3 candidats. Vous avez Éric Zemmour à l'extrême droite. Je n'ai pas fait exprès, hein, ça s'est fait comme ça. Vous avez Nicolas Dupont-Aignan au centre. Et vous avez Gaëtan Roussel sur votre droite. J'ai dit Éric Zemmour à l'extrême droite, mais en fait, c'est à l'extrême gauche. Alors, pourquoi parler des fantômes du passé? Parce que clairement, ces 3 candidats ont choisi d'orienter leur campagne par rapport à moi j'appelle ça une France mythique, une France imaginaire ou une France qui a peut-être existé à un moment, mais sans doute pas pour tout le monde. Et le slogan d'Éric Zemmour, « Pour que la France reste la France », c'est un slogan assez mystérieux pour moi parce que je ne sais pas très bien de quelle France il veut parler. Je ne sais pas s'il parle de la France d'aujourd'hui, ça m'étonnerait. Je ne sais pas s'il parle de la France d'il y a 50 ans, de la France de la Troisième République, de la France monarchiste. Alors évidemment, on a une bonne idée quand on lit son programme. Mais on voit bien que le slogan ici se réfère à un passé, encore une fois, mythifié, idéalisé. Au milieu, vous avez Nicolas Dupont-Aignan. Alors lui, qui parle, qui recourt systématiquement à la France dans ses discours, ici parle de liberté parce que c'est le candidat qui s'est le plus affirmé contre les vaccins, lors de la crise du Covid-19. C'est quelqu'un qui a complètement refusé la politique des vaccins et donc il place la liberté en tête de tous les droits fondamentaux en France. Mais ce qui est intéressant dans son affiche, c'est le fond, c'est ce que l'on voit à l'arrière, c'est-à-dire le petit village français, tranquille, on est à la campagne, on n'est certainement pas en ville.
Et ce qui là aussi renvoie à une certaine identité de la France, une France qui existe encore, une France que vous pouvez parcourir quand vous venez la visiter, mais ça n'est certainement pas toute la France. C'est une France qui est identifiée ici. Et alors, à droite, vous avez Fabien Roussel, qui est le candidat du Parti communiste français. Alors lui, c'est intéressant aussi parce qu'il parle de la France des jours heureux. Donc, c'est une référence directe au programme du Conseil national de la résistance, tout de suite après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire ce programme qui réunissait des communistes, des gaullistes, des socialistes, des centristes, etc., et qui a décidé véritablement du cadre de la société française après 1945, donc après la Seconde Guerre mondiale. Et Fabien Roussel fait directement référence à cette époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le lire de plusieurs façons. On peut dire oui, c'était formidable puisque c'était la création de la sécurité sociale, c'était aussi la mise en place d'un certain nombre de nationalisations dans les transports publics. C'est le début des 30 Glorieuses, donc d'une croissance économique importante, mais on pourrait aussi dire c'est le colonialisme, c'est encore l'Empire français qui continue. Ça n'est pas forcément l'égalité pour tout le monde. Donc, mais ces trois candidats, ils font quand même référence à une France d'avant. Et je voudrais juste, avant de vous laisser peut-être poser une question, si quelqu'un a une question, je suis volontairement provocateur ici en montrant une affiche du maréchal Pétain et donc une référence à la France de Vichy, et où Pétain parle de la France éternelle, et on retrouve le petit village français, hein, tranquille, la campagne, tout va bien, c'est calme, mais évidemment, il y a l'église au milieu du village, et ça n'est pas anodin, hein. L'idée, c'est aussi une référence à l'église catholique qui est censée cimenter cette société française. Et bien sûr, à droite, vous avez reconnu François Mitterrand, président socialiste, hein, pendant 14 ans, et qui lui aussi a fait référence à cette France un peu éternelle. Alors lui, il était un petit peu plus prudent. On voit le village, on ne voit pas de croix, mais tout le monde comprend qu'on est dans une France aussi qui ne bouge pas, hein. Et avec le slogan de la force tranquille, il y a aussi une référence à une certaine identité finalement de la France. Alors, je ne sais pas si c'est le moment peut-être pour quelqu'un de poser une question. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Pas pour l'instant? Ça va? Alors, comme je ne vois pas tout le monde, je ne sais pas, s'il y a, et surtout, je ne vois pas mon écran de discussion. Alors, on va retourner. Ah, j'ai cru entendre quelque chose. Non. D'accord. Alors, je vais peut-être arrêter mon... voilà, on reviendra, si vous le voulez bien, à ce diaporama tout à l'heure. Alors, je sais qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées. Et en particulier concernant l'abstention, c'est-à-dire le risque potentiel pour ce premier tour de voir beaucoup de Français s'abstenir, ne pas aller voter. Alors là, pardon, là encore, il y a une part de responsabilité des sondages, parce que même s'il est vrai que l'abstention n'a cessé de croître quand même au fil
au fil du temps. L'élection présidentielle, c'est un moment important dans la vie politique française, donc beaucoup de Français vont voter. Mais c'est vrai que on avait déjà pu constater la dernière fois qu'il y avait une érosion du vote. Il y a eu quand même 25% d'abstentionnistes au deuxième tour de l'élection présidentielle en 2017. 25%, c'est quand même un quart des électeurs. Et on a entendu une petite musique, on va dire depuis 2 ans. Et cette petite musique, c'est celle qui dit « Si le deuxième tour est à nouveau une confrontation entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, nous n'irons pas voter ». Et on voit bien que c'est une opinion qui s'est installée. Beaucoup de gens à gauche ont regardé l'élection d'Emmanuel Macron à ses débuts avec une certaine curiosité, et puis il y a un phénomène de rejet qui s'est installé, puisque comme vous le savez, Emmanuel Macron s'était présenté comme le candidat du « en même temps », ni de droite ni de gauche, essayant de jouer l'équilibre donc entre les deux camps. Et on a vu objectivement au cours de son mandat qu'il s'est éloigné de ce qu'on appelle sa jambe gauche ou son aile gauche pour se recentrer, et pour finalement, j'allais dire, dériver de plus en plus vers la droite avec certains choix assumés. On a vu d'ailleurs ces derniers temps un certain nombre de cadres du parti Les Républicains rejoindre Emmanuel Macron, et ça c'est un signe. Ça veut dire que Valérie Pécresse, qui est la candidate officielle des Républicains, a perdu des soutiens. Ça veut dire aussi que une portion assez importante de la droite française a décidé que finalement Emmanuel Macron était le meilleur candidat pour la droite. Et dans le même temps, à gauche, on a vu un paysage politique s'atomiser complètement. Alors, je pense que vous savez que déjà, lors de la dernière élection en 2017, le Parti socialiste s'était effondré. On s'était beaucoup moqué de Benoît Hamon, qui était le candidat officiel du Parti socialiste, qui n'avait obtenu qu'un peu plus de 6% des voix. Eh bien, si on s'est moqué de Benoît Hamon à l'époque, je crois qu'on va beaucoup se moquer d'Anne Hidalgo, la pauvre, puisque aujourd'hui elle est à peu près à 2, 2,5. Alors, encore une fois, ce sont des sondages, mais on voit bien quand même que dans la réalité, quand elle organise des meetings politiques, que sa campagne n'a pas décollé, que ça n'a pas fonctionné. Donc, vous avez le Parti socialiste qui est en train de disparaître pratiquement du paysage politique français, et de l'autre côté, les Républicains, qui est quand même l'héritier de tous les mouvements de droite classiques depuis De Gaulle, et ce parti est peut-être lui aussi en train de disparaître. Mais pour revenir à la gauche, donc vous avez un parti socialiste qui disparaît dans les profondeurs. Les écologistes qui avaient obtenu de très très bons résultats lors des élections européennes et municipales l'année dernière, eh bien, n'arrivent pas à fédérer finalement autour de leur candidat. Mais là aussi, il y a beaucoup de conflits internes. On peut dire qu'il y a 2 partis écologistes à l'intérieur de Europe Écologie Les Verts. Et puis, à côté de ça, il y a ce que moi, j'appelle depuis plusieurs mois la surprise du chef, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon. Alors, Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, c'est le fondateur de la France insoumise. C'est lui qui a lancé ce qu'on appelle l'Union populaire,
et qui s'est installé comme le troisième candidat, hein, comme l'outsider, comme quelqu'un qui va, enfin, alors je dis qu'il va peut-être créer la surprise. À mon avis, ça va être difficile pour lui de passer devant Marine Le Pen, mais on observe depuis plusieurs semaines un phénomène qui est enfin moi je le remarque partout autour de moi, chez les gens de gauche, l'idée que le Parti socialiste étant éliminé, le Europe Écologie Les Verts n'arrivant pas à fédérer autour de leur projet, eh bien, beaucoup de gens de gauche se disent, finalement, Jean-Luc Mélenchon, même si on n'est pas complètement d'accord avec lui, même s'il y a des points de rupture, en particulier par rapport à la politique internationale, eh bien, c'est peut-être le seul candidat qui va empêcher Marine Le Pen de parvenir au deuxième tour. Et on voit que c'est un mouvement de fond qui gagne depuis plusieurs semaines. Il reste encore quelques jours avant le premier tour. Je ne serais pas étonné, finalement, qu'il arrive à passer devant Marine Le Pen. Et comme dans le même temps, Emmanuel Macron voit son avance diminuer parce qu'il a en ce moment un certain nombre de casseroles, hein, vous connaissez l'expression. Il y a beaucoup de questions, en particulier sur les rôles des cabinets de conseil comme McKinsey, le cabinet américain, qui a beaucoup participé apparemment à la politique du gouvernement ces dernières années, et c'est quelque chose qui est en train de le rattraper. Donc ça va être intéressant, ça va sans doute être plus serré qu'on ne l'avait annoncé. Mais en même temps, je vais rester très prudent, parce que Viktor Orban, le Premier ministre de Hongrie, était donné perdant la semaine dernière et il a emporté les élections législatives de façon spectaculaire, comme on dit en anglais, it was a landslide, et il n'avait jamais obtenu autant de voix. Donc, je pense qu'il faut quand même, rester prudent et observer tout simplement tous les signaux qui sont envoyés en ce moment. Alors, on a parlé donc des candidats du passé, on a parlé des candidats qui aujourd'hui peut-être pourraient parvenir au second tour. Il faudrait sans doute aussi parler des raisons pour lesquelles les Français, globalement, je ne dirais pas majoritairement, mais globalement, semblent ne plus s'intéresser finalement à cette élection. Ou alors considèrent que les jeux sont faits ou que les dés sont jetés et puis que finalement, ça ne sert pas à grand-chose d'aller voter. Je ne sais pas très bien comment prendre cette question, parce que je ne pense pas que ce qu'on appelle la chose politique soit finie en France, pas plus que dans les autres pays. Je pense que tout simplement, il y a d'autres façons aujourd'hui de faire de la politique. Et ce qui est sûr, c'est que nous sommes peut-être à la fin d'un système. Alors, mais je viens de voir seulement la main levée de Jamie Broderick. Pardon. Alors, peut-être que c'est une question sur… Merci Pascal. J'avais une question sur l'intérêt qui diminue dans les élections françaises. La question est, quelle est l'influence du taux de participation sur le résultat final? Par exemple, qui dérive davantage d'une participation faible? Ah, alors, en fait, vous devancez une question que j'avais, mais c'est très bien. Alors, qui bénéficierait de cette participation faible? Certainement Emmanuel Macron et Marine Le Pen, parce que ce sont les deux candidats qui clairement ont un électorat
qui ne bouge pas, qui est très stable. Et c'est d'ailleurs, si on revient à Emmanuel Macron, c'était l'une des premières critiques faites à son égard quand il a été élu. On a dit « Ah, mais c'est un président qui n'a été élu que par 23% des Français ». Mais on oublie de dire que c'est le cas de beaucoup de présidents, en fait, que comme en France, nous avons 2 tours, officiellement 2 tours, on pourrait gagner au premier tour si, avec la majorité absolue, mais ça n'arrive pas en démocratie. Donc, beaucoup de candidats, en fait, sont élus avec une minorité de voix au premier tour. Et donc, quel que soit le candidat qui sera élu, à mon avis, la question va se poser. Mais je vois que vous avez une autre question qui suit. Oui, c'est entre les deux, Marine Le Pen et Macron, entre les deux, qui bénéficie le plus d'une participation? D'un manque d'intérêt. Personne n'est capable de répondre à cette question aujourd'hui. Ils ont un fonds de réserve important et contrairement aux élections précédentes, cette fois-ci, les électeurs de Marine Le Pen vont se mobiliser en masse. C'est-à-dire ils vont vraiment aller jusqu'au bout. C'est d'ailleurs l'une des inquiétudes dans les autres camps, parce qu'ils sentent que quelque chose a changé, que quelque chose a bougé depuis 2017. Personnellement, je n'aurais pas parié un copec sur Marine Le Pen dans les années qui ont suivi le débat désastreux de l'entre-deux tours. Elle avait montré qu'elle n'était pas à la hauteur. Moi, je dirais qu'elle était incompétente. Et ce qui est très intéressant, c'est que son affiche officielle, c'est « femme d'État ». Et je pense que quand un candidat est obligé d'écrire sur son affiche « femme d'État », c'est que ça ne va pas de soi. C'est que peut-être il y a encore des gens qui doutent. Et donc, en disant, vous voyez, je suis une femme d'État, je peux diriger le pays, j'envoie un message qui dit que j'ai changé, que maintenant, voilà, j'ai appris, j'ai travaillé et je suis prête. Et c'est vraiment intéressant de voir le contraste avec les autres affiches, justement, parce qu'on n'avait jamais vu ça. Quelqu'un qui écrit femme d'État, personne n'avait écrit homme d'État. Et donc, pour revenir à votre question, il y a au moins un candidat, c'est Jean Lassalle, qui se présente comme le candidat de la ruralité, le candidat des campagnes, le candidat des petites gens, le candidat de ceux qui n'ont pas de smartphone, le candidat de… bon, vous avez compris donc toutes les références. Et Jean Lassalle demande l'officialisation du vote blanc. Parce que le vote blanc, aujourd'hui, alors, je rappelle, hein, si vous ne le savez pas, mais le vote blanc, c'est quand vous décidez d'aller voter, mais qu'au moment de voter, vous mettez un petit papier blanc dans votre enveloppe. Et donc, en faisant ça, vous dites que vous voulez voter, que vous souhaitez participer à la vie politique du pays, mais vous n'aimez ni les candidats, ni le système. Et c'est une revendication qui grandit au fil des ans. Et l'idée, donc, c'est que si le vote blanc était reconnu, ça permettrait de dire aux partis politiques, en particulier, aux élites en place, vous voyez, nous ne sommes pas d'accord avec vous, nous voulons changer le système, et par le vote blanc, nous exprimons notre désaccord. Alors, moi, j'avoue que je ne suis pas complètement convaincu par cette idée, mais c'est vrai que ça pourrait provoquer un vrai, alors peut-être pas un tremblement de terre, mais l'autre jour, une élève en classe m'a demandé ce qui se passerait si 50% des Français votaient blanc.
Ben, la réponse est simple. Si 50% des Français votaient blanc, ça veut dire que seulement 50% des Français éliraient le président de la République. Et donc se pose la question de la légitimité. Et ce qui est fondamental en démocratie. C'est-à-dire, à partir de quel moment vous considérez que quelqu'un est légitime. Et cette question, elle s'est posée au moment des municipales l'année dernière, en 2020. Le gouvernement a décidé de maintenir les élections municipales, donc pour les conseils municipaux et pour les maires. Beaucoup de gens ne sont pas allés voter parce que nous étions encore en pleine crise du Covid. Et de toute évidence, moi j'ai énormément d'exemples, y compris personnels, où on a vu que ça a influencé directement sur les résultats des municipales. Et donc, il y a des maires tout de suite. Try moving the sofa a little bit. Okay. Ah, nous avons. OK. Alors, et il y a eu tout de suite un procès en illégitimité de certains maires, en particulier pour des villes comme Lyon, comme Bordeaux, où ce sont les écologistes qui ont gagné. Alors, vous imaginez des villes comme Bordeaux et Lyon, qui étaient des villes conservatrices, de droite, qui ont connu des maires qui sont restés pendant très très longtemps, ça a été un tremblement de terre, l'élection de ces maires écologistes. Et tout de suite, il y a eu une critique sur le taux de participation, le nombre de gens qui n'avaient pas voté finalement. Et ce qui effectivement peut poser un problème. Mais je ne suis pas convaincu que le vote blanc serait une réponse qui résoudrait toutes les questions qui sont posées. Je pense qu'on est au bout d'un système. Et pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un qui a le mérite de proposer complètement autre chose. Ça fait longtemps qu'il parle de la 6e République, et lui, ce qu'il propose, c'est une constituante, une nouvelle constituante, comme on l'a vu dans l'histoire de France auparavant. Donc, une nouvelle constitution, et avec une nouvelle constitution, on change de République et on met en place un nouveau système. Et ce nouveau système pourrait être à nouveau un régime parlementaire. Parce que l'un des problèmes de notre système en France, c'est que nous ne sommes ni les États-Unis, avec un régime présidentiel, c'est très clair. Le président, c'est le pouvoir exécutif. Le Congrès, c'est le pouvoir législatif. La Cour suprême, c'est le pouvoir judiciaire. D'ailleurs, je rappelle toujours aux élèves que nous n'avons pas de pouvoir judiciaire en France. Nous avons une autorité judiciaire, mais pas un pouvoir. Parce que le Conseil constitutionnel n'a pas du tout la même fonction ni les mêmes prérogatives que la Cour suprême aux États-Unis. Alors, ça, ce sont les États-Unis. Après, vous prenez l'Allemagne, par exemple, qui est une république aussi une république fédérale, qui aussi a un président, mais je mets au défi quiconque ici, maintenant, de me donner le nom du président allemand ou du président italien. Ou alors, je serais vraiment très, très impressionné et je céderai la parole à cette personne. Parce que dans le système allemand et italien, le président de la République n'a absolument aucun pouvoir. C'est figurehead, comme on dit en anglais, il représente la République et c'est le Parlement, en fait, qui va influer sur la vie politique avec donc le choix d'un Premier ministre qui va décider du cours des choses. Et nous sommes entre les deux. Nous sommes entre les deux. Et souvent, les élèves me demandent, mais finalement, qui a le plus de pouvoir? Est-ce que c'est le président ou est-ce que c'est le Premier ministre? En fait, les deux, mon capitaine, parce que ils ont deux fonctions différentes. Ah, je pense que M. Fletcher est en train de partager son écran avec nous. Alors, est-ce que j'ai perdu? Non, c'est bien. Très bien. Nous sommes là. Oui, nous sommes entre les deux.
mais avec une évolution de la fonction présidentielle qui a été initiée vraiment par Nicolas Sarkozy, qui a complètement présidentialisé le régime. C'est lui aussi qui a initié des changements importants dans la Constitution. C'est Nicolas Sarkozy, par exemple, qui a réuni le Parlement en congrès, et ce Parlement a donc décidé que le président de la République, maintenant, en France, ne pouvait faire que 2 mandats. Avant cette modification, le président de la République pouvait exercer plusieurs mandats. Il n'y avait pas de limite, en fait. Alors, ça n'est jamais arrivé, mais techniquement, c'était possible. Et cette présidentialisation du régime s'est accentuée avec Emmanuel Macron. Et clairement, on voit des présidents qui prennent la main, en fait, sur la vie politique du pays et qui essayent d'influencer complètement la vie politique du pays, comme aux États-Unis. Mais nous ne sommes pas dans un régime présidentiel. Et je vois l'heure qui tourne et je vois que je parle beaucoup et que je n'ai pas laissé assez de temps à vos questions. Voilà. Alors, j'aurais encore beaucoup de choses à dire. Je pourrais parler du référendum d'initiative citoyen, qui est l'une des solutions aussi qui est proposée par, alors pas seulement par des partis politiques, mais par des militants. C'était l'une des premières revendications des Gilets jaunes, c'est-à-dire donner la possibilité aux citoyens de proposer un référendum, comme ça se fait en Suisse, par exemple, lorsque vous atteignez un certain nombre d'électeurs qui veulent voir discuter une question, eh bien, l'idée en France, ce serait aussi de donner la possibilité aux citoyens de lancer un référendum. Alors, il existe aujourd'hui le référendum d'initiative partagée. C'est quelque chose qui existe dans la Constitution, c'est-à-dire que aujourd'hui, des parlementaires, donc des députés, des sénateurs, il faut 1/5 des députés et des sénateurs peuvent se regrouper, lancer une initiative de référendum, et après, il faut recueillir à peu près 4 500 000 signatures de citoyens, d'électeurs, pour pouvoir officialiser le référendum. Alors, certains pensent que c'est l'une des réponses que l'on peut apporter à la crise politique que l'on connaît aujourd'hui. Voilà. Nous allons ouvrir peut-être le débat ou la discussion avec des questions, s'il y en a. Je voudrais bien savoir ce que s'est passé avec Christina Taubira. Oh là 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 là! Oh là là! Alors, je vais être très honnête avec vous. Je fais partie des gens qui ont voté pour Christine Taubira en 2002. Ça veut dire que je fais partie des gens qui se sont fait copieusement insulter parce que j'étais responsable de la défaite de Lionel Jospin en 2002 et de l'accession au second tour de Jean-Marie Le Pen. Alors pourquoi je dis ça? Parce que Christiane Taubira était candidate à gauche et qu'un certain nombre d'électeurs ont voté pour elle, 3% à l'époque, et que ces 3%, eh bien, on a dit que c'était ce qu'il avait manqué à Lionel Jospin pour accéder au second tour et peut-être, sans doute, devenir président face à Jacques Chirac. Alors moi, je ne regrette pas du tout mon vote de l'époque. Je pense que au premier tour, on vote avec son cœur et au deuxième tour, on vote avec sa tête. Jospin a perdu. Je pense qu'il a perdu tout seul, exactement comme, je suis désolé de le dire, mais Al Gore a perdu tout seul aussi en 2000, ou d'autres candidats malheureux. On ne peut pas seulement accuser les autres candidats. Christiane Taubira avait complètement disparu de la circulation, et puis elle est réapparue mystérieusement
à l'occasion de ce qu'on a appelé la primaire populaire. Alors ça, c'était très bizarre, on n'avait jamais vu ça parce que déjà en France, on ne fait pas de primaire, c'est quelque chose qui est relativement nouveau. Et je me souviens encore quand le Parti socialiste avait lancé sa première primaire, tout le monde rigolait en France, tout le monde disait « mais on n'est pas aux États-Unis, c'est n'importe quoi, on n'a pas besoin de ça ». Le parti désigne naturellement son candidat et puis voilà. Mais ça a très bien marché pour le Parti socialiste la première fois et puis après, d'autres partis politiques ont suivi, comme les Républicains, et puis c'est devenu un peu une habitude. Alors là, on a eu une primaire populaire qui n'a pas été décidée par un parti, mais par un collectif de citoyens qui ont dit, voilà, nous on a choisi les candidats à gauche qui devraient se présenter à l'élection présidentielle. Et alors, ce collectif, d'abord, n'a pas choisi tout le monde. Il y a des candidats qui ont été éliminés. Et ils ont dit aux candidats qui étaient choisis qu'il fallait soutenir cette primaire. Et certains, comme Jean-Luc Mélenchon, ont dit il n'en est pas question. Moi, je mène une campagne avec un parti, avec mon mouvement. Je ne vais pas m'embarquer dans une primaire qui n'a aucun sens. Mais ce qui était très bizarre, c'est que même après avoir dit ça, il est resté candidat de cette primaire populaire. Les gens pouvaient voter pour lui. Et Christiane Taubira donc, est apparue un peu comme le Messie. Et elle a gagné cette primaire populaire. Mais ça s'est effondré complètement. C'était une tentative de faire revenir Christiane Taubira dans le jeu, de créer une certaine dynamique. Mais elle est partie comme elle est venue. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour Christiane Taubira. C'est une femme exceptionnelle à beaucoup de points, mais j'ai été très déçu par ce qui était à mes yeux une manœuvre politique qui était complètement vouée à l'échec et qui surtout a donné une image désastreuse de la gauche en France. Alors, on a du temps pour des questions, n'hésitez pas. Alors, Doug. Oui, bonjour Pascal, je Bonjour. continue le fil de la classe de 71. Bravo. Merci. Ce qui m'intrigue, c'est comment les partis politiques en France se sont fracturisés si vite et s'il y a des leçons pour les États-Unis, parce que j'aimerais bien que les partis aux États-Unis se fracturisent. Et c'est peut-être ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas de primaire en France d'habitude, et c'est ça aux États-Unis qui donne le pouvoir aux partis politiques. Mais est-ce que vous avez des idées là-dessus? Alors, je pense que la primaire a montré que ce n'était pas une solution. Justement, j'avais parlé de Benoît Hamon au début, qui était le candidat officiel du Parti socialiste en 2017, et on a vu quelque chose qui était assez terrible pour lui. Il a été choisi comme le candidat officiel, et finalement, la plupart des autres candidats se sont détournés de lui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment reconnu sa victoire et pire, ils ont sapé sa candidature. Je pense que vous connaissez l'expression en français « savonner la planche », lorsque l'on fait tout ce que l'on peut pour que l'autre se casse la figure et ne réussisse pas à aller jusqu'au bout. On voit aujourd'hui avec des primaires qui ont eu lieu à droite chez les Républicains, Valérie Pécresse a gagné la primaire, mais on voit qu'elle n'est pas soutenue par l'ensemble du parti. Le meilleur exemple, c'est que Nicolas Sarkozy, qui a quand même été président, qui a fondé les Républicains, n'a toujours pas dit qu'il la soutiendrait, et il va certainement voter Emmanuel Macron. Donc je ne pense pas que la primaire soit une solution. Je pense qu'aux États-Unis, comme en France, comme dans la plupart des
des démocraties occidentales, nous sommes au bout d'un système. Et ce qui me permet d'évoquer la notion de démocratie illibérale. Et parce que on voit bien aujourd'hui qu'on a des exemples un peu partout dans le monde, mais j'ai parlé de Viktor Orban tout à l'heure en Hongrie. La Hongrie est un pays démocratique, c'est un pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est un pays qui respecte en tout cas sur le papier la plupart des règles qui sont demandées aux pays de l'Union européenne. Mais la Hongrie fait partie de ces pays qui disent ben, finalement, on ne peut pas, votre démocratie n'est pas la nôtre. Et vous avez des valeurs qui ne correspondent pas forcément aux valeurs du peuple hongrois. Et il y a une nécessité d'adapter le cadre politique à la réalité du pays. Et on voit bien qu'en France, mais comme aux États-Unis, les États-Unis ont connu Donald Trump, qui est pour moi le parfait exemple de l'illibéralisme. D'ailleurs, on va se servir d'une structure politique pour arriver au pouvoir, mais une fois au pouvoir, on va contester finalement tous les contre-pouvoirs, hein, qu'il s'agisse des juges, qu'il s'agisse des médias, qu'il s'agisse des citoyens organisés en syndicats, etc., etc. Et je ne sais pas s'il y a une solution, parce que peut-être que c'est une évolution contre laquelle il n'y a pas grand-chose à faire. Moi, je dis toujours que si c'est ce que les gens veulent, même si ça ne nous plaît pas, mais c'est peut-être la réalité. Et ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de croire en ses idées, de croire en ses valeurs, etc., etc. Mais il y a des tendances lourdes. Et vous avez parlé des États-Unis, il y a 2 grands partis aux États-Unis. En France, nous en avons une multitude. Vous voyez, il y a 12 candidats. Et toutes les personnes qui voulaient être candidates n'ont pas pu concourir, puisque j'ai parlé au début des 500 signatures. Il y a par exemple une candidate pour le parti animaliste. Alors ça, c'est nouveau aussi. Qui n'a pas obtenu ces signatures. Mais personne n'aurait même imaginé, il y a quelques années, qu'il y aurait une candidate ou un candidat du parti animaliste. Donc, on voit bien que c'est une fracture, mais une fracture multiple. De la même façon qu'aux États-Unis, il y a une polarisation extrême, ça se radicalise dans tous les sens. Et là, je vous recommande vraiment la lecture d'un livre qui est sorti l'année dernière, et qui s'appelle « La France sous nos yeux » et qui est de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Et ce qui est formidable dans ce livre, donc c'est un essai sociologique, c'est très concret parce qu'il donne énormément d'exemples. Par exemple, ils expliquent pourquoi les Gilets jaunes se sont rencontrés dans les ronds-points. Et vous savez que les ronds-points, c'est une spécialité française, hein. C'est même une catastrophe, on peut dire, française dans certaines régions. Mais ils expliquent comment la société française a évolué, comment finalement les grands entrepôts d'Amazon et aussi les grands entrepôts logistiques, Intermarché, Carrefour, etc., ont créé cette France qui ne ressemble pas à grand-chose. Et je disais ça encore l'autre jour, j'étais avec des amis américains, et je leur disais, regardez, maintenant, quand vous arrivez dans une ville, en France, vous ne voyez pas la ville, vous voyez d'abord ce qu'on appelle en anglais « the strip », avec tous les centres commerciaux, avec les chaînes, et vous voyez ça partout. Vous allez en Bretagne, vous allez en Provence, vous allez dans la région parisienne, et moi j'appelle ça la France moche, parce que je trouve que c'est terrible quand la première vision d'une ville, ça peut être le McDo, ça peut être le Carrefour, ça peut être Decathlon, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est aussi une France qui est émergée en même temps que ce que l'on appelle la rurbanité, c'est-à-dire tous ces gens qui vivent entre deux,
qui ne vivent pas en ville, qui ne vivent pas à la campagne, qui vivent entre les deux, avec tous les inconvénients, finalement, des deux univers, sans en avoir les avantages. On a encore le temps hein, pour des questions ou des commentaires ou des… J'ai une question, si ça va. Oui, oui, oui. Oui. Bonjour. Je voulais savoir simplement si vous faites encore les élections à l'école, enfin comme une élection fausse à l'école, et si vous voyez maintenant des divisions grandes entre les étudiants aussi, ou si c'est pareil il y a 20 ans. Alors, ça n'est certainement pas pareil qu'il y a 20 ans, et je vais essayer de partager cette photo. Est-ce que tout le monde peut la voir? Oui? Alors ça, c'est un exercice que les élèves ont fait la semaine dernière. Alors, tous les élèves de SYA, pas seulement les élèves du cours de politique, tous les élèves ont dû aller en ville par équipe, donc ils étaient par équipe de 3, ils ont travaillé sur les panneaux électoraux. Donc ils avaient des questions sur l'ordre des affiches, sur les affiches elles-mêmes, les slogans, etc., etc. Ils devaient aussi interroger des passants sur leurs intentions de vote. Donc c'était vraiment un exercice en réel. Et là, vous avez 3 élèves. Je pense que c'est assez clair. Elles ont, on va dire, une certaine admiration pour Emmanuel Macron. Hein. Et quand on a organisé le vote la semaine dernière, le premier tour, alors on l'a organisé à la française, et c'était bien parce que les élèves étaient… ils n'en revenaient pas parce qu'on a respecté donc le contrôle d'identité, l'inscription sur les listes, etc., etc. Et le gagnant du premier tour, c'est Emmanuel Macron. Et la deuxième, c'est Anne Hidalgo, la candidate du Parti socialiste. Et j'ai d'ailleurs dit que j'allais envoyer ce résultat à Anne Hidalgo parce que ce sera peut-être la première fois où elle sera au deuxième tour, mais je voulais qu'elle sache que les élèves de SYA France l'avaient porté donc au deuxième tour. Et j'ai dit aux élèves, c'est intéressant pour moi, finalement, vous êtes au centre. Vous êtes au centre alors qu'il y a quelques années, eh bien, vous auriez peut-être été à l'extrême gauche. Donc, est-ce que ce sont les élèves de cette année? Est-ce que c'est l'évolution de la société américaine? Je ne suis pas sûr d'avoir toutes les réponses, mais en tout cas, clairement, alors il n'y avait quasiment pas de bulletins pour l'extrême droite. Il y avait quelques bulletins pour l'extrême gauche, l'extrême gauche anticapitaliste et révolutionnaire en particulier, mais clairement, l'ensemble des élèves a décidé de voter pour le centre. Merci. J'ai une question. Oui. Oui. Parlez, s'il vous plaît, au sujet des élections législatives en juin. C'est important pour nous après l'élection du président? C'est fondamental. C'est fondamental et c'est une question qui est très, très importante parce qu'en fait, auparavant, quand je dis auparavant, on dirait la préhistoire, mais je pense que vous connaissez tous le phénomène de la cohabitation, c'est-à-dire ce moment où un président est d'un côté politique et l'Assemblée nationale de l'autre. Et vous, aux États-Unis, vous êtes habitués à cette situation. Oui. Vous avez, ça peut être Bill Clinton avec un congrès républicain, ça peut être Obama avec un congrès, etc., etc. Ouais. Mais en France, c'est quelque chose que la Constitution n'avait même pas prévu. Pour De Gaulle,
il était impossible que les Français votent d'un côté une fois et de l'autre tout de suite après. Et en fait, la première fois que c'est arrivé, en 1993, ça a été un tremblement de terre et on s'est retrouvé avec un président socialiste, François Mitterrand, et une Assemblée nationale et donc un Premier ministre de droite qui était Édouard Balladur. Et ça, c'est ce qu'on appelle la cohabitation. Hein. Donc, quand vous avez en fait à la tête de l'État deux personnes, c'est une diarchie, et qui s'opposent. Et comme notre système n'est pas un système présidentiel, ça ne peut pas fonctionner. Et surtout, ça bloque complètement le président. Parce qu'en fait, il devient totalement isolé. Et un président en période de cohabitation, alors on dit il a deux domaines réservés, la défense et les affaires étrangères. C'est vrai, parce qu'il est chef des armées et parce que c'est lui qui nomme les ambassadeurs, etc. Mais en même temps, son pouvoir d'un seul coup est limité. Autant le président actuel, Emmanuel Macron, peut faire pratiquement ce qu'il veut, puisqu'il a la majorité absolue à l'Assemblée nationale, autant un président comme François Mitterrand ou comme Jacques Chirac en période de cohabitation, ils sont un petit peu ligotés. Et pour éviter cette situation, je reviens à Nicolas Sarkozy, c'est lui qui a inversé le calendrier électoral. Et donc, maintenant, le président est élu pour 5 ans, alors qu'auparavant, c'était 7 ans. Comme les députés à l'Assemblée nationale, ça veut dire qu'il y a une coïncidence des mandats, 5 ans, 5 ans. Et on a mis les élections législatives après l'élection présidentielle. Et donc, c'est très clair, le président élu dit, après avoir été élu, donnez-moi une majorité. Et alors, il y a des discussions sur est-ce que Emmanuel Macron va avoir la majorité cette fois-ci? Est-ce qu'il va à nouveau avoir suffisamment de députés pour gouverner seul, ou est-ce que ça va être très fragmenté? Et donc, certains demandent à ce que les élections législatives aient lieu avant l'élection présidentielle, pour que l'élection présidentielle n'influence pas directement les élections législatives. Donc, votre question, elle est fondamentale et elle fait partie c'est une base de discussion. J'ai une question. Oui. À votre avis, quelle influence aura la guerre en Ukraine sur l'élection ou bien sur la politique française? Il y a 2 semaines, j'aurais dit que la guerre en Ukraine allait permettre à Emmanuel Macron de gagner comme ça. Parce que une chose est très claire, j'ai dit que la fonction s'était présidentialisée et Emmanuel Macron s'est vraiment positionné comme quelqu'un en Europe, mais pas seulement en Europe, qui veut compter. Je pense que c'est l'un des présidents, je pense qu'il est perçu comme ça aux États-Unis aussi, l'un des présidents qu'on connaît le mieux, l'un des présidents qui s'affiche partout, on le voit avec la plupart des dirigeants internationaux. Et il y a 15 jours, moi j'aurais dit qu'il allait gagner haut la main, parce qu'il est celui qui parle avec tout le monde, celui qui peut appeler Joe Biden le matin, qui peut appeler Boris Johnson le midi, et Vladimir Poutine le soir. Et entre les deux, ils discutent avec Volodymyr Zelensky pour voir si tout va bien. L'affaire McKinsey est peut-être en train de changer ça. Mais je pense quand même que la guerre en Ukraine, parce que les Français sont horrifiés par ce qui se passe, comme ils devraient l'être, fait que on dit toujours il y a une prime au sortant. Et rappelez-vous, en 2000, non, je dis des bêtises, c'était en 2004, lors de l'élection présidentielle aux États-Unis,
je connais des républicains, des démocrates, pardon, qui ont voté pour George Bush. Parce qu'à ce moment-là, c'était un peu chaotique et que les gens ont tendance à faire confiance à la personne qui est en place. C'est-à-dire que, voilà, Emmanuel Macron, aujourd'hui, c'est lui qui est là, c'est lui qui connaît tout le monde, c'est lui qui... il va peut-être pas résoudre tout seul la situation, mais il va contribuer à ce que les choses ne se détériorent pas. Donc, je pense qu'il y aura, la guerre en Ukraine ne peut que le servir, sauf si une catastrophe absolue survenait dans les 3 jours qui viennent. Mais je pense vraiment que c'est un contexte qui le sert. Et au deuxième tour, face à Marine Le Pen, Pardon? si ça, au deuxième tour, face Oui. à Marine Le Pen, s'ils sont les deux sortants. Vous demandez si l'impact de la guerre de l'Ukraine sur Marine Le Pen. Si c'est elle, qui à nouveau est face à Emmanuel Macron au second tour, it's going to be ugly. Dans le sens où je pense qu'Emmanuel Macron ne va pas, il va pas retenir ses coups. Et il va rappeler, et il aura raison de le faire, les liens de Marine Le Pen avec la Russie, le fait que des banques russes ont prêté de l'argent au parti de Marine Le Pen, le fait qu'il y a énormément de liens entre ce parti et des cadres de ce parti et la Russie. Mais après, ma question, ma crainte, c'est que, je disais tout à l'heure, si c'est ce que les gens veulent, ça pose la question de qui a raison. On revient à la démocratie illibérale. Le peuple a-t-il toujours raison? Est-ce que le peuple ne se trompe pas parfois? Mais il ne faut pas sous-estimer le fait que tout le monde n'est pas forcément en désaccord avec Poutine et avec cette guerre en Ukraine. Et il y a une petite musique que j'entends, et l'un des arguments qui est utilisé, qui est relayé évidemment par la propagande russe, c'est n'oubliez pas ce qui s'est passé pendant la guerre en Irak, n'oubliez pas les mensonges sur les armes de destruction massive. Donc, si on nous a raconté n'importe quoi à cette époque, on peut aussi vous raconter n'importe quoi maintenant. Et j'écoutais des gens ce matin qui disaient, et il y en a de plus en plus, qu'ils ne s'informaient absolument plus sur les médias classiques. Pas de radio, pas de journaux, pas de télévision, uniquement les réseaux sociaux. Et je pense que ça aussi, c'est l'une des grandes transformations sociales et politiques de ces dernières années. Donc, que va-t-il se passer? Parce qu'il y a 2 questions dans votre question. C'est d'abord, Marine Le Pen sera-t-elle au second tour? Et franchement, aujourd'hui, au moment où on se parle, je me dis qu'on peut avoir de très grandes surprises dimanche. Et que le tiercé, ce sera probablement Macron, Le Pen, Mélenchon. Mais dans les courses de chevaux, l'ordre n'est pas toujours respecté. Donc nous aurons une autre discussion la semaine prochaine pour voir ce qui se passera avant le second tour. On a le temps pour une autre question, si vous voulez. Non? Vous êtes timide? Je suis sûr que vous avez beaucoup de... Susan? I'm here. Are you still there? Yes, I'm here. Okay. Okay, so I was thank you, just saying Pascal. that we can still take a last question if people want, otherwise we can wrap it up. On peut fermer la boutique pour ce soir. Alors,
encore une fois, je ne prétends pas avoir toutes les réponses. Ce qui est intéressant, c'est de voir quand même que chaque élection présidentielle apporte son lot de surprises, qu'il y a des tendances lourdes, qu'on peut faire des prédictions, que les sondages donnent des informations, mais ça reste des informations et des prédictions, et le résultat, comme on dit, il est vraiment dans l'urne. C'est-à-dire c'est vraiment dimanche soir que on saura qui sortira du chapeau. Mais une chose est sûre, la France évolue à une vitesse phénoménale. Et moi, vraiment, ce qui me frappe de plus en plus, c'est la crise sanitaire a complètement accentué cette tendance, c'est la fragmentation. Mais comme je pense aux États-Unis, dans la plupart des pays, c'est-à-dire une sorte de mosaïque, un pays qui n'est pas seulement polarisé, parce que ça, ce serait seulement une division, si j'ose dire, politique. Et d'ailleurs, je pourrais montrer, parce que je ne sais pas si j'ai montré cette image. Alors, celle-ci. Alors. Alors, il y a eu un petit problème. On va revenir. On va revenir sur voilà, la diapo qui est là. Est-ce que vous pouvez la voir? Est-ce que c'est bien? Oui? Très bien. Et ça, c'est la carte du premier tour, au soir du premier tour, donc en 2017. Et c'est très intéressant de voir, donc, par couleur, les départements où les candidats ont obtenu le plus de voix. Et vous voyez que Emmanuel Macron, clairement, est très bien implanté dans l'ouest de la France, dont la Bretagne. Mais en fait, Emmanuel Macron a fait un hold-up sur le Parti socialiste. Parce qu'en fait, il a tout simplement pris les voix du Parti socialiste. Et on oublie de préciser ça, mais beaucoup de députés actuels de la République en marche, c'est-à-dire le parti créé par Emmanuel Macron, sont d'anciens socialistes qui ont simplement tourné leur veste ou qui ont dit nous ne croyons plus au programme du Parti socialiste, ou nous pensons que le Parti socialiste a fait des erreurs, et qui se sont donc tournés vers Emmanuel Macron. Mais on voit quand même ici clairement deux France. Hein. Vous voyez l'Est et le Nord de la France, mais aussi toute la région PACA, hein, Provence, Alpes, Côte d'Azur, ça c'est Marine Le Pen. Et puis alors il y a quelques petites poches pour Jean-Luc Mélenchon. Et alors, si vous êtes étonné par François Fillon, qui était le candidat des Républicains, c'est parce que là, vous êtes dans sa région, en fait, politique. Hein. C'est la Sarthe, c'est l'Orne, donc là, il n'y a pas vraiment de surprise. Voilà, je vais juste vous montrer cette dernière image. Voilà. OK. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous laisser reprendre vos activités, retourner à vos occupations. Merci beaucoup, merci d'avoir été présent aujourd'hui, et j'espère avoir le plaisir de vous retrouver Merci beaucoup. une prochaine fois. Merci, merci à tout le monde. Oui, Merci Pascal. Merci Pascal. Merci Pascal. Pascal. Merci, Bonne journée. Merci Pascal. Bonne journée. merci. Je Merci vois Pascal. beaucoup, Merci à beaucoup Soyez. d'anciens élèves. Merci tout le monde. Salut. Super. Parfait. Suzanne? Yes, I'm here. Very Thank you, good. Pascal. Thank you, everybody, for joining us. Lots of good questions, lots of good conversation. Good. And I don't know if you, I couldn't take pictures, so
I grabbed one. It's not Okay. great, but I have one and I'll post that, and we'll see if we can also grab something from the recording when I have that Okay. downloaded. Very good. Perfect. Okay. Okay. So I'll go ahead and end it. Okay. Okay. Merci Thanks. beaucoup. Merci tout le monde. Mike, I cannot see you, but I know you're there. And Joe, hello, Joe. And Mina. Bye. All right. Okay. Bye, Pascal. Hi, Pascal. I was here. Oh, there you are. Salut, Mike.